Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibaud-Strizac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. As-tu déjà fait la grève, toi, comme juge? Non, on ne peut pas faire ça, nous autres. Non? Pas de droit de grève? Les juges, non? Non. Les procureurs de la Couronne Oui, ont je me fait souviens. la grève, les procureurs de la Défense. Oui. Et nous, on était là pour entendre les dossiers, parce qu'il y a des matières urgentes aussi, là. Ben oui. Des gens en soins de santé nécessaires, ou etc. Non, on ne peut pas, c'est évident. Okay. Nous, on ne peut pas. Oui, fâche-toi pas. Je vais juste poser la question comme ça. Je n'étais pas fâché. Garde mon beau sourire. Ben, je le sais, radieux encore une fois. Dis donc, est-ce que à Chicoutimi, il y a une femme qui plaide coupable d'homicide involontaire après avoir tué sa propre mère? Oui, mais c'est tellement triste, Benoît. Puis on voit souvent les gens qui ont beaucoup de... Puis on parle de meurtre par compassion. Ça n'existe pas. Mais c'est une des histoires les plus tristes que j'ai vues. Je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, là. Mais c'est une jeune femme dans la trentaine. Mais ça fait comme 10 ans que sa mère a eu un choc émotif lors d'une rupture amoureuse. Elle a eu des gros problèmes. Et c'est sa fille. Alors, si on recule, là, de 10 ans, elle avait une vingtaine d'années, cette jeune fille-là. Elle n'a pas arrêté de s'occuper de sa mère. Sans cesse, qui a dépéri. Et là arrive la pandémie. Et évidemment, les soins sont très difficiles. Sa mère ne veut pas à tout prix aller, et on comprend pourquoi, aller dans un CHSLD, ne veut pas aller à l'hôpital. Sa fille, qui devient aidante, était aidante naturelle, il n'y a rien qu'elle n'a pas fait pour elle. Et elle a dépéri beaucoup, jusqu'au point où elle s'est carrément... elle est morte, oui, elle n'a pas donné de soins à sa mère, etc. Mais ils l'ont retrouvée, cette jeune femme-là, dans la trentaine, avec des blessures importantes parce qu'elle aussi a tenté de s'enlever la vie. Au tout début, c'est juste pour montrer comment une enquête, elle a voulu s'enlever la vie, partir avec sa mère. Elle a gardé sa mère une semaine dans son appartement avec des chandelles qui sentaient, essayer de sentir pour évacuer la senteur, etc. Ouais. C'est d'une tristesse comme j'ai rarement vu. Puis, ce qu'on comprend de ceci, c'est qu'au début, c'est sûr que quand on trouve cette situation-là, une personne dans cette situation-là, on pense qu'il y a eu un meurtre qui a été dessiné, qu'on a pensé de tuer la personne, comme ça arrive souvent. Mais Dieu merci qu'avec l'enquête, puis c'est pour ça que il faut prendre le temps. Le procureur de la Couronne doit s'asseoir sur le dossier, regarder, penser, regarder toutes les pièces, écouter les propos de la défense, puis ça s'est très bien fait parce que oui, c'est un homicide. Maintenant, il va rester... Oui, c'est un homicide, c'est sûr. Alors, dans les circonstances, elle n'a pas procuré les soins à sa mère, puis elle aurait dû, elle le sait. Mais tu sais, pour la sentence, Benoît, là, on s'en reparlera, mais évidemment, on comprendrait, contrairement à d'autres dossiers où j'ai vu, là, où... je ne veux pas nommer de nom nécessairement, mais où c'était pas mal plus brutal. Là. Pas que c'est pas brutal, un homicide, mais c'est juste qu'il y a des situations qui changent. Et dans ces circonstances-ci, tu sais, moi, je dirais qu'un homicide involontaire, tu peux aller de la sentence suspendue à prison à vie. Fait que l'éventail qu'un juge peut puiser, chercher une sentence adéquate pour toutes les souffrances aussi de cette jeune femme-là. Puis c'est pas la bonne idée, là. La bonne idée, elle le sait maintenant, c'était de dénoncer que sa mère avait besoin de soins. On est en pandémie, elle est effrayée, il n'y a pas de source, il n'y a pas de recours. Mais parfois, la machine, là, tu frappes un mur, tu cherches de l'aide, puis tu sais, t'appelles le CLSC, t'appelles ton médecin, t'as pas de médecin de famille, t'as pas de recours, t'as pas de référent. Je veux dire, c'est pas... Ce que tu viens de faire, Nicole, c'est important parce que c'est une mise en contexte. Puis sans cette mise en contexte, tu passes des jugements, mais tu comprends pas ce qui s'est réellement passé. Oui. Mais je trouve ça quand même très juste et raisonnable qu'on plaide coupable à un homicide involontaire parce que c'est ce qui est arrivé. Maintenant, c'est ce qui va arriver, la conséquence de ceci. On n'excuse pas le geste. Puis loin de là,
de vouloir excuser le geste, mais on va en laisser là. Parce qu'on a parlé d'un dossier l'autre jour où il y a eu 18 mois, là, puis ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il y avait des plaies épouvantables. Ouais. Là, c'est pas la même chose. Là. Je pense que dans les circonstances, il faut faire une différence. J'ose espérer que pour la sentence, on va y penser également. En passant, là, tu te souviens de le jeune là, qui a été frappé par la crapule dans la cour d'école? On a appelé l'école, c'était Mont-Bruno, l'école. Écoute, il n'y a plus personne qui veut en parler maintenant. Moi, je trouve ça dangereux. Quand il y a des événements qui se passent comme ça, tous les médias en parlent, et là, tout à coup, tu n'arrives pas à faire de suivi. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'agresseur? Qu'est-ce qui s'est passé avec la victime? Est-ce qu'il est retourné à l'école? Est-ce que l'agresseur a été changé d'école? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Est-ce que les parents ont été convoqués? T'arrives pas à avoir... Est-ce que tout ça, Benoît, c'est parce que c'est des mineurs? Pas ce que nous, on a appelé la direction. La direction de l'école veut pas faire de suivi. On n'a pas à les nommer, mais on a besoin de savoir qu'il y a eu des conséquences à un agresseur qui humilie et qui frappe un jeune comme ça dans une cour d'école. Ça a fait de la nouvelle. C'est rien d'y comprendre. Là. Ils ont leur... Mais c'est surtout que souvent, ce que j'ai dit toute ma vie, que ce soit pour le DPCP, le BEI, le ci, le ça, un minimum d'informations. Parce que le public est intéressé et veut comprendre. Le public veut savoir et a le droit de savoir. Mais est-ce qu'il y a certaines protections qu'il faut donner dans certains cas? Ben oui, on comprend ça. Mais évidemment, là, essayer de pousser l'information pour savoir ce qu'il y en est, moi, je ne vois rien de mal là-dedans. C'est très malheureux qu'on réagisse de cette façon-là. Oui. Parce que ça me fait penser à ça, ton autre sujet, là, adolescent de 16 ans poignardé à mort devant son école. Oui, lui, c'est un mineur. Alors, il a été reconnu coupable par un jury. Parce que oui, même si c'est un adolescent, tu sais, on parle tout le temps du tribunal, oui, mais ça peut se faire. C'est sous les lois qui protègent les jeunes, évidemment. Là. Ça, on le sait. Mais devant jury, ça s'applique. Ils ont reconnu cet individu coupable. Il est mineur, il a 16 ans. Là où ça change la donne, parce qu'on se souvient que c'est absolument terrible. Ce meurtre, c'est toujours terrible, mais c'est un adolescent qui avait été poignardé, puis laissé évidemment là, puis dans Côte-des-Neiges, là, je veux dire... Pourquoi? On ne sait pas. Quand, comment? C'est-tu des règlements de compte, des gangs de rue, etc.? Il y a beaucoup d'idées qui passent par la tête, mais il a été reconnu coupable. Puis pour ça, il faut qu'il y ait une sentence. Devant jury, reconnu coupable du meurtre en question. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une peine pour adulte ou on lui donne une peine au tribunal de la jeunesse? On sait, la différence est énorme. Ouais. Il a 16 ans. Comme il a 16 ans, c'est assez borderline, si on me permet l'expression, parce que c'est sûr que plus on approche du 18 ans, plus on va demander, plus c'est à peu près certain qu'on va assujettir le tout à une peine adulte à 16 ans, mais c'est tout le même processus. La couronne l'a demandé, parce que c'est après qu'on demande ça, avant le prononcé de la sentence, après le verdict. Alors, ils ont demandé de l'assujettir à une peine pour adultes. Bien, évidemment, ça encourt la prison à vie, on s'entend, mais il faut passer par les étapes de cette loi particulière pour les jeunes, la loi sur les... ils ont changé le nom de la loi là, sur le système de justice pénale pour les adolescents. Je parle il y a longtemps là, pour cette notion-là. Alors, cette loi pour le système de justice pour adolescents fait en sorte qu'on ouvre la porte pour, oui, un assujettissement, mon Dieu que c'est pas facile à dire, et ceci dit, il faut l'évaluer, parce qu'il y a beaucoup de critères à prendre en considération, parce que oui, c'est un jeune de 16 ans, et oui, il est mineur, et on ne peut pas passer à côté de toutes les évaluations qui devront être faites pour en avoir le cœur net. Cette personne-là, je l'ai déjà vu dans ma pratique, là, des gens qui, c'est tellement froid, là, ils ont vraiment rien. Par contre, il y en a d'autres, j'ai vu, c'est vraiment une erreur épouvantable, et ils ont été récupérés. Mais dans quoi on est, il faut qu'ils soient absolument évalués par des gens puis des professionnels dans ce domaine-là pour adolescents, avant de savoir la réponse. Mais tuer quelqu'un à 16 ans, là, excuse-moi, là, mais quand tu es rendu à 18 ans, ton dossier ne peut pas disparaître comme c'est le cas, là. À un moment donné, il faut que ça te suive parce que la victime, elle, est décédée, elle est partie. Fait que toi, il faut que tu portes les conséquences de ton geste. Là, il est temps qu'au Québec... absolument!
C'est sûr qu'il va les porter, mais il y a une grosse différence entre une sentence pour adultes et une sentence. Parce que lorsque on est adolescent, le minimum pour demander une libération conditionnelle, c'est 10 ans. C'est pas 25 là, comme l'adulte. Au moins, il y a des paramètres un peu plus restrictifs pour les jeunes adolescents, mais on ne l'oubliera pas. Parfait. Nicole Gibault, merci. On se reparle jeudi. Jeudi. Au revoir. Salut.